On y arrive enfin, au sapin, sur les rotules, plus d'huile, plus de frein, on est en roue libre et ça tombe bien. On va se lâcher ce soir pour cette dernière du point avant la grande pause, avant de réattaquer avec beaucoup de sérieux 2024, année catastrophique, point d'interrogation. En tout cas, ce soir, c'est la soirée des faux à la table du point. Ambiance Carnotzet, on cotillonne, on mange des chocolats, on boit et on tire à boulet rouge sur tout ce qui nous énerve ou nous a énervé dans cette année, dans notre chère Helvétie. Et ça va nous faire du bien. / Balance ta Suisse 2023. C'est au menu de ce réveillon plateau du point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités autour de cette table et en duplex de Paris. Une belle brochette de mauvaise langue. Philippe Val, exceptionnellement dans votre pigeonnier parisien. Philippe Val, notre éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. En plateau, le bonheur d'accueillir Benjamin Descoster, chroniqueur et humoriste actuellement à l'affiche de la Revue de Lausanne, dont vous êtes l'un des auteurs, actuellement aussi mobilisé sur l'opération Cœur à Cœur de la RTS, qu'il faut soutenir. Demain, vous serez à Berne, à Bienne, pas vous, mais toute l'équipe. Ça sera probablement notre seule parole bien pensante de la soirée. Mireille Zaki, essayiste, journaliste et éditorialiste pour les médias Blick, Bilan et la NZZ. Alexandre Chevalier, vice-président de l'UDC Genève et analyste politique. Et Peter Rothenbuehler, notre mauvaise langue en chef, éditorialiste et ancien rédacteur en chef du Matin et de la Schweizer Illustriert. Bienvenue à toutes et tous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Si on disait du mal. Oh oui, par qui on commence? C'était les Vampes en 2010, et oui, et si on disait du mal, et par qui on commence? Eh bien par la neutralité suisse, Mireille Zaki, c'est là-dessus que vous aviez envie de balancer, vous. Pour vous, le roi est nu, hein, la neutralité suisse, ça n'existe plus, c'est ce que vous avez retiré de 2023. Et oui, je trouve que le constat est implacable en 2023, c'est presque triste de le constater. La Suisse a montré une faiblesse au niveau de sa souveraineté, une perte de souveraineté. Déjà, quand Crédit Suisse s'est effondré et qu'on a vu qu'elle n'avait pas, la Suisse, le destin de ses banques en main, parce que ce sont beaucoup les régulateurs des autres places financières qui ont chapeauté et régenté un petit peu la solution qui a consisté à ce qu'UBS rachète Crédit Suisse. Mais pire que ça, au niveau de la neutralité, il était assez sidérant, à mon sens, de voir à quel point la Suisse s'est totalement alignée sur le camp atlantiste, le camp de l'OTAN, le camp des États-Unis, le camp de l'Union européenne. Déjà dans le conflit en Ukraine et contre la Russie, de l'agression russe contre l'Ukraine, quand l'OTAN a décidé d'aider l'Ukraine et que la Suisse s'est massivement investie dans les sanctions contre la Russie, il y a eu débat. On a encore pu défendre l'idée que la Suisse est là pour défendre le droit international et le droit humanitaire. Mais quand il y a eu l'attaque israélienne contre Gaza, et il y a eu effectivement le droit d'Israël à se défendre, mais surtout, au bout d'un moment, on entrait dans une phase génocidaire, avec des massacres, avec privation d'eau, d'électricité, de nourriture, avec destruction d'hôpitaux, avec des journalistes tués chez eux, en famille, 65 journalistes, vraiment les pires horreurs qu'on ait jamais vues, avec le soutien américain total. Et que fait la Suisse? Le 25 octobre, au Conseil de sécurité, eh bien, elle s'abstient de demander un cessez-le-feu, ce qui est inimaginable. C'est vrai que la proposition était russe, mais où est la Suisse dans tout ça? Je veux dire, aujourd'hui, où est la neutralité? Où est la condamnation? Quand il s'agit d'alliés des États-Unis, il n'y a pas de condamnation. Maintenant, il est clair de se dire la Suisse est dans un camp. La neutralité n'existe plus en Suisse. Je ne peux pas être plus clair. Je veux dire, ça devient indéfendable au niveau idéologique, théorique, au niveau du droit international. On ne peut pas dire que la Suisse soit neutre aujourd'hui. Et voilà comment on a perdu un fonds de commerce, parce qu'aujourd'hui, la neutralité est tout simplement insupportable dans des périodes de guerre. Même le discours neutre est insupportable. Il faut choisir un camp. Et quand on est dans l'idéologie du bien et du mal, l'idéologie bushienne qui est devenue mainstream aujourd'hui, alors la neutralité n'a malheureusement plus sa place dans ce monde. Et c'est comme
les banques suisses, elles n'avaient plus vraiment leur place dans un monde où les places financières et les marchés sont devenus très risqués et il faut des régulateurs aussi énormes que ceux des États-Unis pour les réglementer. En gros, les fonds de commerce traditionnels de la Suisse se sont perdus, y compris la neutralité, à cause du changement du monde et de sa polarisation et de l'alignement maintenant très très fort qui est devenu nécessaire si on est en Europe avec le camp américain et le camp de l'OTAN. Ouais, mais alors j'ai envie de vous dire, Peter Rottenbühler, ça sert à quoi l'UDC? Parce qu'on a une UDC à 30%, dont c'est le fonds de commerce, la neutralité. Alors on peut balancer aussi l'UDC aujourd'hui? Oui, on doit balancer l'UDC. Non, l'UDC est le dernier rempart de la neutralité, en fait. Non, mais rempart, selon Mierzaki, ça ne sert pas à grand-chose. Toute l'histoire suisse est basée sur des mythes fondateurs, et puis un des mythes, c'est la neutralité, qui a la peau dure. Vous savez, la Suisse a toujours fait partie du dispositif de l'OTAN. Les Américains décident quelles armes l'armée suisse doit acheter. Parce que, au cas où une intervention serait nécessaire, l'OTAN veut être sûr que la Suisse est de son côté et puis utilise les mêmes armes. C'est pour ça que nous avons fâché la France en achetant les avions. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, les avions américains. C'est parce que les Américains ont dit « tu achètes ça ». Et tu n'achètes pas en France. Voilà qui est clair. Voilà. Donc, depuis des lustres, nous sommes dans le dispositif de défense de l'OTAN. Et depuis des lustres, nous sommes aussi totalement dépendants de l'Europe unie. Mais nous savons quand même sortir les bonbons. C'est fini, c'est terminé. C'est fake. Ouais, mais c'est non, mais fake. moi, Le discours de l'UDC, ça ne nous sert à rien. C'est vraiment un discours de façade. Benjamin Descoster. Alors, peut-être revenir sur l'UDC après. Ce que je ne comprends pas dans le raisonnement, c'est qu'on dit le monde se polarise et du coup, c'est difficile d'être neutre. Mais j'ai l'impression que du temps de la guerre froide, le monde était tout autant polarisé. Et que pourtant, on dit pourquoi maintenant c'est fini face à la polarisation actuelle, alors qu'on a su jusqu'ici, a priori, tenir une posture neutre. C'est ça que je ne comprends pas dans ce raisonnement que vous tenez. Il me semble que les États-Unis, à l'époque, toléraient beaucoup plus une Suisse qui était la place de pourparler, une Genève qui était le lieu de la paix, alors qu'aujourd'hui, en fait, depuis 2008, les Américains, les Français, les autres, ont vraiment balayé d'un revers de main le secret bancaire, toutes les institutions suisses qui ne collaient pas avec le nouveau paradigme, comme la neutralité. Et il y a eu cette intensification de la violence, de l'escalade des conflits, alors que la guerre froide restait quand même quelque chose d'assez codifié, pas trop militarisé. Alors que maintenant, on a la guerre qui est en Europe, au Proche-Orient, et vraiment, il y a une intensification, plus de tolérance pour ce type de neutralité. Genève ne sera plus le lieu de pourparler entre le Hamas et Israël, ou entre la Cisjordanie et Israël. C'est fini. C'est pas possible. Maintenant, pour revenir à votre question sur l'UDC, je ne sais pas à quoi elle sert. Ce serait bien qu'ils nous montrent. Parce qu'ils sont presque majoritaires au gouvernement, au Parlement. En tout cas, il y a un camp bourgeois qui est majoritaire, et puis on les entend se plaindre que ça ne va pas et que ce pays est géré n'importe comment. Et j'ai envie de dire, ça fait un moment qu'ils ont les moyens de faire des trucs, il me semble. Pas seuls, c'est que le système suisse ne fonctionne pas comme ça, mais il me semble qu'il y a la place, quoi. C'est pas, c'est pas le POP. Il y a un bloc majoritaire qui me semble en capacité de faire des choses. Alors, sur la place justement de la Suisse dans le monde, je vais vous faire réagir Alexandre Chevalier. Je me disais, est-ce que ça vous a fait triper en tant qu'UDC? Non, attendez, on va regarder juste la séquence. Tous les conflits armés sont différents, mais tous ont un point en commun. Tous ont un dénominateur commun. La souffrance des civils. Est-ce que ça vous fait pas rêver comme ça? La Suisse au milieu du monde, la Suisse au cœur des manettes, dans le cockpit justement de la planète. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment par Mirette. Et puis j'ai vu dans le balance, la neutralité s'est transformée très vite. Comme par hasard, on balance ton UDC, donc je vais quand même pouvoir déjà répondre à ça. Déjà, sur la neutralité, la question c'est que je comprends le constat, et je suis assez d'accord avec une grande partie du constat de Mirette sur ce qui se passe et sur l'affaiblissement aujourd'hui de la neutralité en Suisse. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est mort, que c'est fini et qu'on est non seulement au bord du gouffre, mais qu'on a tous sauté dans le ravin. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, notamment parce que l'UDC, effectivement, n'est pas le POP, le premier parti du pays, et comme c'était dit, ne gouverne pas seul, et donc a besoin aussi d'élargir pour gouverner, que sur ces questions-là, malheureusement pour elle, l'UDC n'arrive pas forcément à convaincre en permanence des alliés potentiels qui sont le PLR et le centre, et notamment dans les votes du Conseil fédéral, on se rend compte que les deux élus UDC sont souvent minorisés
vis-à-vis non seulement des élus de gauche, des deux socialistes. Ok, on va pas faire toute la soirée sur aussi- comment aussi fonctionne des le système suisse. Mais bon, cela dit, l'UDC est extrêmement forte Oui, depuis des années. Et elle se selon bat Mireille pour la Zaki, neutralité. justement, Elle se bat pour la neutralité, Ouais, pour la maintenir, Avec la quel conserver. effet? Alors d'abord, on a lancé une initiative qui est en cours de signature actuelle pour inscrire la Ok, neutralité dans on la part pas trop dans Constitution. la technique de la couche de la politique suisse, mais justement sur la place de cette Suisse aujourd'hui qui a intégré encore une fois le Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Les ambassadeurs se félicitent. Il y a un bilan après une première année. On entend. J'aimerais bien voir le bilan. Hein. Enfin, On j'aimerais bien entend voir ce qui a été l'ambassadrice fait. de Suisse à l'ONU, Pascale Berisville, qui dit pour rappeler que la Suisse est là pour rappeler le droit humanitaire international, et on a vraiment fait la différence. Est-ce que ça vous rend fier? Est-ce que ça, Pas justement... spécialement. J'ai l'impression, en fait, des gens qui sont contre entre eux au cocktail du dîner de l'ambassadeur Ferrero Rocher avec 3 petits fours et puis une coupe de champagne. Mais je vois pas vraiment aujourd'hui d'effet sur la politique internationale. D'ailleurs, en fait, l'ONU elle-même aujourd'hui s'est largement décrédibilisée à la vue des derniers conflits. Je pense que la Suisse, elle peut se gausser comme ça, en fait, d'être aujourd'hui partie prenante, mais je vous dis, des soirées de l'ambassadeur, parce qu'au fond, il n'y a absolument aucun impact aujourd'hui dans cette politique-là, et surtout, il n'y a aucun impact qui bénéficie aujourd'hui à la Suisse, à la population suisse. Attendez, on va juste faire réagir Philippe Val. Philippe Val, vous avez l'impression effectivement que depuis que la Suisse est au Conseil de sécurité de l'ONU, le monde marche différemment? Non, mais la neutralité de la Suisse, c'est deux choses pour nous, les Européens, donc non suisses. D'abord, c'est un refuge. Inconsciemment, c'est une espèce d'assurance vie. C'est-à-dire qu'on se dit, si tout part mal, si la guerre, on pourra toujours aller en Suisse. Tous les Européens, longtemps, se sont dit ça et se disent peut-être encore ça finalement. Sauf que si 300 millions d'Européens arrivent en Suisse, je ne vous raconte pas le problème de loi sur l'immigration que vous allez devoir voter. Mais il y a... Par ailleurs, la neutralité suisse, pourquoi aujourd'hui elle est un fantasme? Parce que tout simplement, déjà, l'arme nucléaire est rentrée dans l'arsenal d'énormément de nations maintenant, et la radioactivité ne s'arrêtera pas à Ferney-Voltaire. Donc, la Suisse n'est plus neutre dans la réalité, elle ne peut plus l'être, c'est impossible. Pour revenir tout à l'heure à ce que disait Mireille Zaki, je peux pas, ça m'est difficile en tous les cas de laisser passer que c'était génocidaire la riposte israélienne, parce que le génocide, ça répond à des critères particuliers qui ne sont pas remplis en l'occurrence. Vous avez dit que c'était les pires des horreurs qui étaient commis par l'armée israélienne. Non, les pires des horreurs... On va pas faire le débat de Gaza, là. Il va nous dire que c'est le Hamas qui sont les méchants. Moi, je vais lui dire qu'il y a eu 20 000 morts en Palestine, que le monde entier est silencieux. Ensuite, les alliances, l'OTAN et l'Union européenne, ces alliances d'après-guerre, c'est ce qui a permis à l'Europe occidentale de vivre en paix dans une période tellement longue qu'elle n'a jamais eu lieu aussi longuement depuis l'Antiquité. C'est la première fois qu'on vit en paix aussi longuement, et évidemment grâce à l'OTAN et grâce à la construction européenne. Et voilà, et la Suisse est au cœur de ce dispositif. Comment peut-elle y rester à la fois dedans et dehors ? C'est compliqué à expliquer. Ça n'a rien à voir avec ce que la Suisse doit être. La Suisse n'appartient pas à l'OTAN, elle n'est pas membre de l'OTAN, même si en réalité elle fait des exercices conjoints. La vérité, c'est que la Suisse doit condamner Israël ou les États-Unis ou le Hamas ou la Russie de la même manière quand ils violent le droit international ou le droit humanitaire. Mais elle ne le fait pas. Elle condamne uniquement les ennemis de ses alliés et elle ne condamne pas ses alliés. Point final. Discussion terminée. Oui, il y a des tensions aussi pour l'UNRWA, pour les financements de l'UNRWA. Et elle a supprimé l'aide aux réfugiés palestiniens. Voilà. Ça, non, elle n'a pas supprimé. Pour l'instant, c'est en discussion au Parlement. C'est retoqué, oui. J'aimerais dire encore quelque chose au sujet de la neutralité. Le monde entier nous envie. Le monde entier, comme dit Philippe Val, voudrait venir vivre en Suisse. Et nous imaginons que le monde entier nous en veut, parce que nous avons ce principe de neutralité qui nous permet de tricher un peu, comme tu dis si bien, de faire une fois le jeu de ceci et une fois le jeu de cela. Mais c'est très, très pratique. Puis on a discuté toute l'année. C'est fini, Peter. Non, ça continue. 50 dernières Ça continue. On a discuté toute l'année de la neutralité. On a eu des débats ici sur la neutralité. Tout le monde débat de la neutralité. Ça veut dire
que ce principe est extrêmement vivant. Il ne faut surtout pas l'abandonner parce qu'il est pratique. C'est Il pas, est pratique, c'est pas c'est une nous, assurance Peter, vie. qui décrétons, c'est le reste du monde qui Mais le reste du monde... qui ne nous voit plus comme neutres. Il faut pas rêver. Par On exemple, s'en Crédit fout. Suisse. Crédit On s'en Suisse. fout. Crédit Suisse, bon exemple. Hein. On Crédit s'en Suisse, bon fout. exemple. Est-ce qu'on avait Des vraiment projections que font le nos choix, journalistes sur ce que Peter pense Rothenwiller. l'étranger de nous. Non, Peter Rothenwiller, le Crédit Suisse, est-ce qu'on avait le choix? Est-ce que c'était vraiment une décision qui était hors des contraintes à l'international que le Conseil fédéral a prises, ou bien c'était justement sous l'injonction des États-Unis, de la Grande-Bretagne, etc. Bien sûr qu'il fallait faire quelque chose, et puis le système bancaire, il dépend très fortement des États-Unis, parce que il est où le fric? Il est aux États-Unis. Eh oui. Mais si nos gérants ou nos directeurs de banque ont fait une faute après l'autre, et ont cru devoir jouer dans la cour des grands en achetant des banques dans le monde entier, eh ben, c'est pour ça qu'ils se sont écroulés. Non. Est-ce que ce sont nos gérants de banque ou bien est-ce que ce sont des gérants étrangers? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a encore de made in Suisse Il n'y avait là-dedans? pas de dirigeants suisses à la tête de Crédit Suisse, mais surtout, il y a plein de banques qui ont fait beaucoup d'erreurs aux États-Unis. Elles ont été sauvées par le gouvernement américain. Hein. Seulement, la Crédit Suisse, quand ils ont fauté et fait énormément de pertes, etc., il n'y avait personne ici pour les sauver. C'est vraiment des injonctions internationales qui nous ont dit un peu quoi faire. Et le gouvernement ici, il était un petit peu... il prenait l'avis de UBS. Il a besoin d'UBS pour faire ses réglementations. Et donc, il s'en est remis à UBS, mais il n'a pas été capable de nationaliser la banque, de l'assainir et de la revendre, ce qui aurait permis une place financière avec plusieurs banques. C'était ça qui était dans l'intérêt de la place financière. Alors, la question de la gouvernance, hein, le roi est nu, vous le disiez, mais la question c'est aussi, est-ce que le roi est nul? On va regarder, c'était votre carte blanche, Alexandre Chevalier, on va regarder, parce que votre roi, ou plutôt votre reine nulle, pour vous, de l'année 2023, c'est elle, Elisabeth Baumschneider. On regarde vite la séquence, je vous fais réagir après. Serge Jubin pour les radios régionales romandes. Je fais référence au sondage, alors qui vaut ce qui vaut, qui dit que vous êtes la moins influente, pour ne pas dire sans influence du tout dans ce cadre-là. Dites-nous un peu comment ça se passe une fois que vous êtes avec vos 6 autres collègues. Alors, ils sont extrêmement polis, ils ne me disent pas « Bonjour Elisabeth Baumschneider, vous êtes la moins influente, donc vous ne vous asseyez pas à votre bureau ». Donc, j'ai aucun signal qui me montrerait que ma parole ne compte pas, que mon vote, si vote il doit y avoir, ne devrait pas compter. Au contraire, je trouve que... c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais au contraire, je trouve que j'ai une bonne compréhension des dossiers, que j'arrive à en discuter sur le fond, que ce soit au niveau de la décision à prendre ou sur le moyen et long terme. Mais voilà, je vais monter dans les sondages. Je ne sais pas au détriment de qui, mais je vais monter. Alors, c'était un extrait du Mise au point réalisé par François Roulet, Stéphane Saporito et David Poutener, qui a été diffusé dimanche. Donc, c'est votre cible, Alexandre Chevalier, c'est la plus nulle d'entre les nuls pour vous en 2023. Ça confirme un peu ce qu'on avait déjà dit sur ce même plateau, ce que j'ai dit sur ce même plateau il y a une année, à savoir qu'on n'élit pas forcément les plus compétents, mais qu'on se satisfait d'élire les plus sympathiques. Alors, on m'avait dit sur ce plateau, c'est génial, elle est super, elle est sympa, vous allez voir, ça va donner de la fraîcheur et de l'énergie. C'était Peter Rothenwiller qui disait d'ailleurs, elle va mettre du baume au Conseil fédéral. Et on se rend compte, on verra s'il a changé d'avis tout à l'heure, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Je veux dire, ce n'est pas le concours de Miss Pageant avec Miss Sympathie dedans. Ce n'est pas suffisant pour faire un bon gouvernant et puis pour être crédible dans les dossiers qu'on mène. Elle a fait une année totalement désastreuse sur les questions de migration. Aujourd'hui, avec l'élection de son nouveau collègue socialiste qui remplace Alain Berset, on l'a vite changé de département pour la mettre à la santé. Est-ce que c'est pas un peu facile Dans le même Mise au point, votre collègue de parti, justement, Thomas Stettler, UDC, qui est jurassien. Qui est jurassien, mais qui disait justement que l'UDC, d'abord, l'avait fait élire, l'appréciait et qu'elle était la cible parce qu'elle est à la tête, justement, des migrations. Il était à la tête des migrations. Est-ce qu'il y en a un pour rattraper l'autre au Conseil fédéral? Soyons justes. Non, mais je vais quand même juste finir là-dessus parce que c'est un peu injuste de dire que logiquement, un jurassien... Est-ce que c'est juste de taper que sur Elisabeth Baumschneider? Non, on peut taper sur les autres et je le fais volontiers si vous voulez. Mais la question, c'est passé de là. La question, c'est de dire, d'abord, le collègue jurassien ou l'élu jurassien, il peut être de l'UDC ou d'un autre parti. Forcément, il y a une... On le sait en Suisse, il y a un amour pour les conseillers fédéraux de son canton. Et puis pour le Jura, c'était quand même quelque chose d'énorme, effectivement, d'avoir un conseiller fédéral, le premier depuis la création du canton du Jura. Ça, c'est pour juste cet angle-là. Pour le reste, je suis désolé.
elle part quasiment en fuyant son département. Pour ceux qui ont vu ce reportage, qui est un public reportage d'ailleurs, et c'est honteux, fait par la RTS sur le coup de la redevance, je trouve que c'est assez... Pas de campagne, Alexandre Chevalier. Non, en c'est pas une plateau. campagne, mais c'est vraiment... je trouve que c'est assez malvenu. Et puis, on voit aussi qu'elle ne maîtrise pas son agenda, qu'elle ne maîtrise pas ses rendez-vous. Enfin, Mais moi, j'ai Le deux porte-parole de la RTS. Non, pas du tout. Alors, absolument pas. Je suis collaborateur externe sur demande à la RTS. Je suis vraiment pas là pour ça. Mais je comprends pas alors la notion de public reportage, mais dans lequel on verrait qu'elle n'est pas compétente. Du coup, l'argument d'un public reportage ne tient pas. Et puis, en fait, ma question, c'est, mais en fait, vous avez un problème avec les institutions. Parce que le Conseil fédéral, alors c'est nul, parce que l'UDC ne peut pas y parler alors qu'ils sont 2 sur 7. Madame Baumschneider, elle est nulle. Enfin, au bout d'un moment, c'est peut-être ça la question. Non, je pense qu'on est très bien dans l'institution. Je crois qu'en fait, il faut simplement... Mais il n'y a rien qui va, reconnaître... quand même. Non, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va avec une année dans un département où on voit qu'il n'y a rien qui a été fait et qu'on a laissé péjorer les situations, notamment sur la question de la migration. Et elle n'est pas remplacée par hasard. Enfin, je veux dire... En une année, elle assume même pas finalement son département alors qu'elle aurait pu le garder puisque c'est la prime au sortant. Et elle a été exfiltrée. Alors du coup, c'est bien qu'elle parte. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas content qu'elle parte. C'est lâche, mais en même temps, elle était tellement nulle que c'est bien qu'elle... Je ne suis pas content du bilan. Alors Peter va trancher. Peter qui justement adorait Elisabeth Baumschneider il y a une année. Alors on voit toujours cette Elisabeth Baumschneider comme une éleveuse de moutons du Jura. Or, elle était directrice des hautes écoles de Suisse romande. Et elle avait son bureau à Lausanne, donc c'est pas une jurassienne perdue dans son pré. Non, mais vous voyez une grande nation européenne qui depuis 40 ans a des problèmes à résoudre le problème de la migration et qui hier encore a fait presque péter les institutions parce que c'est tellement difficile de saisir ce problème. Alors Baumschneider, oui, elle n'a pas eu beaucoup de succès dans cette année. Mais elle a fait preuve d'une autorité incroyable et d'un culot incroyable de dire après une année, je veux changer et je veux prendre ce grand département que Berset a laissé. Il faut avoir du culot et il faut avoir beaucoup d'autorité. Comment les 6 autres ont laissé choisir Baumschneider parce qu'elle les a convaincus. Mais parce que personne ne veut de la santé. Et c'est la merde. C'est encore plus difficile. Alors justement parce que quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se rassure. Hein, Philippe, tu n'as vrai. C'est vrai que vous êtes tellement gentil depuis la France. Non, mais justement, Philippe est tellement gentil avec la Suisse, donc on va être obligé d'être méchant avec la France parce que franchement, effectivement, quand on se compare, on se rassure. En France, c'est vraiment... on n'élit pas la même chose de la même façon les présidents et les gouvernants, mais franchement, le résultat, pas tes roches. C'est vrai, on a l'impression en France qu'il y a une espèce de foire d'empoigne complètement stérile au Parlement. On est très fiers de notre Parlement, dont on a l'impression qu'il ne sert plus à rien parce qu'il est bordélisé par les extrêmes. Et que les gens ne s'entendent plus, ne se parlent plus. Votre Parlement, mais votre président, parce que votre président, c'est quand même lui qui est responsable de la situation, la toute dernière en date, évidemment, c'est la loi immigration, qui met à feu et à sang, sa propre députation. On est au bord de la crise institutionnelle. On est dans la crise institutionnelle aujourd'hui, et ça, c'est Emmanuel Macron. Alors oui, c'est un centrisme. On a l'impression que le président Macron fait preuve d'un centrisme instable. C'est-à-dire qu'il marche un pied, pendant il s'enfonce à gauche, pof, il fait un autre pas, il s'enfonce à droite, et on ne sait plus du tout ce qu'il veut, on ne sait plus du tout ce qu'il pense. On a l'impression qu'il change d'avis très souvent au gré du vent. Au gré du vent qui souffle, effectivement, ça rend hystérique le Parlement. Hein, mais le Parlement n'a pas vraiment besoin de ça parce qu'il y a quand même une espèce de tradition de la détestation de l'adversaire en France qui est particulièrement, qui coince les institutions, qui nous met dans une situation d'immobilisme. Par exemple, sur l'immigration, la loi qui a été votée hier, aurait dû rentrer en débat il y a 25 ans, avant que le Front National et que l'extrême droite ne théorisent là-dessus, parce que c'était quelque chose qui dépassait les clivages. Normalement, on aurait dû pouvoir en parler plus calmement, et on a attendu vraiment que ça soit la fin des haricots, avec des situations ingérables dans de nombreuses villes de France, pour commencer à vraiment s'attaquer à ça. Oui, mais en conclusion, Philippe Val, aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est vrai voilà, qu'on élise à la façon suisse un gouvernement par le Parlement, ou qu'on élise un gouvernement au suffrage universel, un président au suffrage universel, le résultat, c'est cata, non? C'est pas catastrophique, mais on a l'impression qu'il y a une culture. Il y a une culture de la démocratie qui devrait faire partie, vraisemblablement, qui devrait être une matière à l'école, qui n'est pas vivante, qui n'est plus assez vivante. Il y a une culture de l'affrontement et de la violence, mais pas tellement du consensus, du dialogue et de l'écoute de l'autre. Ce qui se fait au bénéfice des extrêmes et non pas au bénéfice du cercle de la raison dont on pourrait espérer que voilà, il se fasse entendre. Pour l'instant, c'est encore lui qui. Alors, on va devoir conclure cette première partie, Mirette. Concluons en disant qu'en général, dans nos démocraties occidentales, les démocraties, c'est un système de beau temps. Et elles sont toutes challengées aujourd'hui, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, partout, aux États-Unis, en France et en Suisse, parce qu'on est dans un système aujourd'hui, d'un processus de crise permanente qui challenge énormément, où il s'agit de faire rempart contre l'extrême droite, où l'immigration devient un flux qu'il est même pour la gauche difficile de justifier, etc. Donc, c'est vrai que la démocratie est intrinsèquement un système de beau temps et de paix, de période de paix. Et on le voit. On voit qu'elle a du mal à tenir aujourd'hui. Le barrage a du mal à tenir. Il est sur le point de céder. C'est compliqué. Effectivement. Alors là, on se retrouve. On doit faire une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants. À très vite, Philippe. Alors, ça va? Voilà. Oui. Encore un petit verre. Voilà. On prend notre temps. Merci. Oula, c'est une chope de blanc. Ouais. Petit Arvin, Valaisan. Comme ça, on aura tous les autres encaveurs ados. Bah, tu vas le dire que c'est un petit... Petit Darwin, je viens de le dire, oui. Ouais, on vous explique, parce que ça, donc la pause que vous vivez, la pause pub, pour nous, c'est une petite pause remaquillage, poudrage donné, mais en tout bien, tout honneur, évidemment. Et donc parfois un petit peu de débat, on maîtrise ça, et puis là, on boit un verre. Parce qu'on a le temps, parce que c'est la fin d'année. Et puis, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors moi, j'ai un petit cadeau là, parce que je pense que la petite Arvin, c'est très sympathique, mais on est quand même à Genève avec des grands viticulteurs genevois. Donc, je vous amène un petit, très bon vin. Un très bon vin genevois, Clos du Château. Patriote. Non, mais le pire, c'est que c'est son président, parce que donc maintenant, Alexandre Chevalier, chaque fois chaque plateau dans lequel il vient, il a un titre différent. Maintenant, il est vice-président du DC Genève. Bientôt, on va le retrouver, je ne sais pas, conseiller fédéral. Mais là, donc, c'est son président qui est encaveur, Lionel Dujardil. Donc, voilà, bon, qu'il soit dit, pour tous ceux qui auraient envie qu'on leur fasse de la pub l'année prochaine, il faut nous envoyer des bouteilles. Sinon, pas de bras, pas de chocolat. Les fêtes, justement, Benjamin Descossères, justement, c'est là-dessus que vous aviez envie de balancer, vous, le stress, en tout cas, des fêtes. Moi, c'est pas votre type. On voit ma maîtrise des sujets internationaux et géopolitiques, donc je parle des repas de Noël. Non, mais en fait, je constate, c'est drôle, je constate qu'on est dans une société, et après on peut penser ce qu'on veut de est-ce que c'est bien ou pas, qui déconstruit pas mal de stéréotypes et de choses mises en place. Mais Noël, j'ai l'impression qu'il y a encore un truc qu'on n'y touche pas. Netflix, c'est les mêmes scénarios de films de Noël à la con, où après 2 minutes, on peut écrire la fin du film. Dans les magasins, on a les mêmes décorations à partir du mois d'octobre. On ne remet pas du tout en question la forme familiale a beaucoup changé. On en parlait un peu des cadeaux et tout ça. On doit voir tout le monde sur 2 jours, mais le nombre de personnes qu'on doit voir dans les repas de famille a considérablement augmenté parce qu'on a des familles décomposées, recomposées, etc. Et donc, en fait, on n'a jamais remis ça sur le tapis, alors que j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on a décorrélé l'aspect religieux. Il y a une époque, alors je vous interromps parce qu'on va quand même se regarder cette scène culte. Une époque quand même où justement on déconstruisait pas mal. On regarde ça, c'était évidemment au début des années 80. Joe Dante et Gremlins, juste la séquence pour les fêtes de fin d'année. Plaisir. Je déteste les petits chanteurs de Noël. Toutes ces voix de fausses qui ne sont que de la graine de drogués. Je vous avais prévenu, sale morveux! Je suis pas encore prête. Je suis pas prête.
à l'époque, hein, on savait quand même déconstruire Noël. Peut-être qu'effectivement, ce à quoi vous faites référence, on va regarder la deuxième séquence, parce que ça, c'est production 2023. On se la regarde, production de La magie de Noël. Hein. On venait tout juste de se marier quand j'ai été obligé d'aller combattre au front. J'étais sur le point de devenir papa. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Cette écharpe, c'est tout ce qui me reste d'elle. Je sais. Ça a dû être difficile. Quand je descends sur Terre, je vois des gens renoncer à l'amour, incapables de s'ouvrir suffisamment pour permettre à quelqu'un de les aimer en retour. La seule chose dont j'ai envie, c'est de les agripper, j'ai envie de les secouer et de leur hurler « Réveillez-vous !» L'ange gardien de Noël, la magie de Noël, ça vous touche pas, ça? Mais, Benjamin de Coster. Non, moi je suis pas. Réveillez-vous. Ma femme adore Noël, aussi parce qu'elle est un peu américaine sur les bords. Moi, ça me touche pas des masses. Mais je pense qu'en fait, ouais, c'est un truc auquel on touche pas, alors qu'il faudrait, pour la santé mentale de tout le monde, parce qu'on est un peu tous au bout du rouleau en fin d'année, et on se rajoute du stress personnel de voir 200 personnes en 2 jours. Enfin, c'est l'enfer. Totalement. J'ai même envie d'aller plus loin de ce que dit Benjamin. De octobre à décembre, si on est Genevois et qu'on est parents, on va subir même Halloween. Zurichois, non, j'ajoute parce qu'il y a l'escalade à Genève. Ah, ouais. Il y a Halloween. On enchaîne Halloween, l'escalade, Noël, Nouvel An, puis au milieu, il y a le Black Friday qui tombe. On est en fait démolis par la consommation. Parce que nos enfants, ils veulent des choses. Donc, vous vous retrouvez à acheter sans fin des décorations de Noël, des bougies, des savons, des petits cadeaux, des costumes. Qui dit ça. Mais c'est vrai que les commerces sont à la fête, mais c'est presque abusé parce que les commandes en ligne, vous commandez un truc en ligne, il arrive au bout de 3 semaines, alors qu'il devait arriver au bout de 3 jours, vous êtes complètement débordé de commandes et de consommation, vous êtes dans les supermarchés, vous êtes des queues, pas possible, vous voyez tous ces panettones, ces foie gras, vous n'en pouvez plus. Oui, puis comme parents, Mireille Zaki, on va se plaindre un peu, parce que comme parents maintenant, à moins de 1000 francs par enfant, voilà, d'après eux, hein, parce que sinon, vous êtes une vieille radine, voire une gauchiasse. C'est ça. D'abord, les listes de Noël sur TikTok, il y a des comptes TikTok où ils vous disent, voilà ta liste de Noël, ou Pinterest, ta liste de Noël idéale. Et on est sur 15 cadeaux par parent. Oui, et puis à 300 francs le cadeau. Une paire Nike, maintenant, c'est 180, 250 francs. Des survêtes de marque, on est vite à 200, 300 francs. Et donc, c'est vrai que ça devient des prix pour faire plaisir aux enfants. Et comme ils sont sur ces réseaux, ils sont à la cour de récré, ils se comparent à leurs amis. C'est vrai que tous ces cadeaux, plus les anniversaires, mais on est noyés pendant 3-4 mois, c'est juste... et ça rajoute énormément... C'est une emprise. Une emprise commerciale. Syndrome de Stockholm, les gamins. C'est pas religieux, hein, je tiens à le dire. C'est comme ça. Parce que Noël, ça pourrait être très simple. Ça pourrait être des bons sentiments, ça pourrait être des oranges. De la méditation, des oranges, voilà. du saumon. Et puis on est colonisé par les Américains. C'est Coca-Cola qui a inventé le... De l'amour, de la... Je suis vraiment navré de casser cette super ambiance, un peu bobo, comme ça. Non, on n'est pas du tout dans l'ambiance bobo. On est en train de s'en plaindre. Mais si, justement, à dire, ah voilà, c'est désastreux, quelle horreur. Alors qu'en fait, on sait tous que, bien évidemment, il y a le stress d'avant, mais quand on va y arriver, il y aura des bons moments, il y aura des moments peut-être un peu moins bons, parce qu'on a toujours l'oncle, la tante, etc. Mais il y aura quand même quelque chose qui restera, en fait. Ou le drame, le psychodrame de famille. Mais ça en fait partie. Avec la tante, la cousine qui finit dans la salle de bain. Mais c'est aussi une thérapie. Et la dinde et le foie gras. On n'est pas là pour faire la thérapie de nos oncles et tantes. Mais si, on parle des enjeux économiques, pas que des mais là, on parlait notamment de ces films et téléfilms qui sont diffusés effectivement pendant 2 mois sur à peu près toutes les chaînes, tous les après-midi. Et effectivement, si vous avez que ça à faire, en fait, vous rentrez, vous englobez là-dedans, vous ne sortez plus. Mais on va quand même leur reconnaître aux Américains qu'ils ont encore quelques petites valeurs, du sens du marketing, mais de bons sentiments. Oui, je trouve qu'on doit retrouver quand même un peu de naïveté, un peu de bons sentiments quand même dans cette période. Ça coûte cher, la naïveté. Alors ça, après, ce que chacun aimait, et tant mieux pour les commerçants locaux, et puis et tant mieux aussi pour ceux qui sont dans les grands groupes internationaux. Et ma foi, c'est comme ça, mais ça, c'est le système aujourd'hui économique qui veut ça. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on commence beaucoup trop tôt. On a cette impression qu'on est un peu comme des oies, effectivement, là-dessus, qu'on veut gaver tout de suite après. Alors,
heureusement, on ne fait pas trop Halloween ici, mais après ce fameux... Oh là là, Ça va, Alexandre, Halloween, c'est la folie. Non, moi je propose, Et Pâques, c'est en février. Alors j'aimerais. programme politique, on fait Noël du 24 au 28. Comme ça, on a plus de temps pour faire tous Mais les trucs personne qu'on ne doit l'a faire. interdit. Hein. J'aimerais juste rappeler que à Noël, on célèbre la naissance d'un bébé en Palestine. Mais ça, plus personne ne le sait. Hein. Là où ça, vous êtes au actuellement, courant on que dit plus personne. D'abord, vous ne trouvez quasiment plus de livres dans les magasins qui racontent la nativité. Non. C'est quasiment interdit aujourd'hui de parler de religieux. C'est vrai Non, que pas du les tout. jeunes, ils Philippe sont- Val, Philippe Val, vous, comment vous vous en sortez avec votre fils? Quel est votre budget à Noël là? Il y a un budget, c'est sûr. Mais écoutez, nos sociétés, on parlait tout à l'heure de démocratie et de difficulté de se parler, etc. Les rituels sont absolument nécessaires, y compris dans les démocraties. Et que les rituels soient parfois d'origine religieuse n'a guère d'importance. Parce que les rituels d'origine religieuse, par exemple Noël, d'ailleurs Noël c'est aussi un rituel païen de solstice, mais on s'en fout, ça peut être pour certains un objet de foi, et pour d'autres, un objet d'émerveillement littéraire. Je ne sais pas, l'adoration des mages, la naissance dans une grotte d'un enfant en Palestine, enfin, tout ça, ça peut être, il peut y avoir une beauté littéraire. Comme était aujourd'hui, on parle plus de Palestine. Mais même sans avoir la foi, on peut être sous le charme d'une légende, voilà, d'une légende qui a marché monstrueusement bien et qui a fondé une civilisation. Donc, vous voyez, si on se détache de nos rituels, on va mourir, on va disparaître, parce que ce sont des petits points de rendez-vous où on se rencontre encore et où on est un petit peu d'accord entre nous. C'est des points voilà, on a besoin de ces rituels. C'est nécessaire, même s'ils sont un peu ridicules, même s'ils sont prétexte à une débauche de consommation. Chacun n'est pas obligé de dépenser des fortunes, mais on peut au moins profiter de cette fête avec des gens qu'on aime, où on échange à des gens qu'on n'aime pas beaucoup, on dit bonne fête, et ils nous répètent « Ah oui, bonne fête, tous mes vœux ». Tout d'un coup, on les trouve un peu plus sympas. Peut-être qu'on peut discuter de points de désaccord, plus facilement avec cette espèce de politesse rituelle que sont les fêtes, par exemple, les fêtes de Noël ou du Nouvel An ou de Pâques ou je ne sais quoi, ou les fêtes nationales. On ne peut pas mépriser ça parce que c'est aussi important que la langue, que le langage pour communiquer entre nous. Ce sont des petits vecteurs de langage dont on a besoin pour un minimum de fraternité. Oui, et on a besoin de liens sociaux. C'est vrai que ça crée un vrai lien social. Et les décorations, les lumières de Noël, Benjamin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'ils ont voulu interdire les lumières de Noël dans plusieurs cantons cette année ou les réduire jusqu'à 9h. Oui, mais cette année, c'est jusqu'à 9h sur Vaud, c'est 9h tapantes, on arrête à Lausanne. Non, mais alors moi, je ne remets pas en cause l'aspect hyper important rituel, lien social. C'est juste que, en fait, on n'a pas réussi à se détacher de toute la pression que ça implique, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos modes de vie depuis qu'on prend 2 jours pour faire la fête et marquer ce rituel. Maintenant, j'ai l'impression qu'on essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés. Par exemple, chez vous, c'est qui fait la dinde et le reste du dîner? Moi, je vais cuisiner cette année. On reçoit c'est pour ça, alors. mes beaux-parents. Non, mais moi, j'adore cuisiner pour des gens. Hein. Vraiment, je suis capable de prendre une journée de congé pour aller faire des courses, faire à bouffer. Il n'y a aucun souci. Mais je vois, il y a des obligations professionnelles, personnelles, familiales. Enfin, voilà, ça fait beaucoup dans très peu de temps. Qui cuisine? Tour de table. Qui cuisine chez vous, Mirette? Moi, je cuisine, mais je fais des choses assez simples. Pour Noël, on fait saumon et mandarine. On a cette tradition. On ne fait pas la dinde au marron, parce qu'après, on est tous un peu... c'est voilà, fit. On fait un Noël fit, exactement. Alexandre Chevalier? Non, clairement pas moi. La cuisine, vous m'oubliez. Donc, il y a toujours quelqu'un qui cuisine. Voilà, c'est bien, c'est beaucoup Donc, on mieux. trouve quelqu'un, en fait, qui cuisine. Et cette année, on va faire Noël en famille chez moi. Mais j'ai déjà prévenu, je ne cuisine pas. Donc, quelqu'un va cuisiner dans quelques jours. Peter, c'est qui cuisine? Ma femme est italienne, donc c'est évident. Moi, j'ai interdiction de cuisine. Sinon, il y a la compote de pommes. Je suis content. Elle cuisine très bien. Et vous, Philippe Val? C'est vous? C'est moi qui cuisine. Ouais, incroyable. Ouais. C'est? Pardon.
Ma femme serait empoisonnée si elle cuisinait. Ouais. Non, je tiens à dire, Philippe Val est père au foyer aussi. Excellent. Je rigole. Non, mais ça, vous n'êtes pas père au foyer, mais vous êtes un père hyper investi et beaucoup aux tâches ménagères et autres trivialités de la maison domestique. Vous savez tout ça? Parce qu'on se connaît un petit peu. D'accord. On a quand même un petit peu de vécu, Philippe et moi. Je veux dire, en tout bien, tout honneur, professionnel même. D'accord. Et j'aimerais bien que vous ne disiez pas à mes fils que vous faites des cadeaux pour 1000 francs. Alors, je ne fais pas de cadeaux pour 1000 francs. Simplement, je me heurte, alors jamais de la vie, mais je me heurte effectivement à des réactions extrêmement virulentes d'enfants qui pensent que c'est leur droit. C'est dans la charte des droits de l'enfant d'avoir comme ça une liste de... C'est effectivement n'est-ce pas, très Mireille tendance, les cadeaux ultra chers de marque. Et que tous les copains et tendance. copines ont comme ça, voilà, foultitude. Donc voilà, mais d'où la fatigue aussi. Il faut résister. Arrêtez de faire des gosses. Une orange et puis Comme ils sont un séjour avec Amnesty International à Gaza. Et voilà, comme ça après ils reviennent beaucoup plus heureux. Très pédagogique. Comment on enchaîne après ça? On enchaîne après sur l'identité, parce que voilà, on est évidemment dans les fêtes. L'identité, la culture, ça c'est vos backlash, hein, Peter Rottenbühler. Vous, c'est ce qui vous énerve aujourd'hui en Suisse, c'est la façon dont la culture est menée. Moi, je me suis énervé quand Leonard Janada est mort. C'était le plus grand mécène de culture en Suisse. On regarde la photo. Il a monté un musée à Martigny, sur une ruine romaine. Et depuis 60 ans, il a fait les expositions les plus courues de Suisse. Mais tout le monde est venu en car jusqu'à Martigny pour voir des expositions formidables. Je les ai toutes vues. Et il a fait plus d'entrées que le nouveau musée cantonal d'art de Lausanne, qui existe, qui est un énorme palais, qui existe depuis une année, et qui, depuis qu'il existe, n'a pas réussi à faire une seule exposition qui attire vraiment du monde. Donc, Janada a fait le double d'entrées. Sur la même période de temps? Sur la même période de temps, Lausanne a fait 130 000 et lui 300 000. Alors, je lui rends hommage parce que lui, c'est la preuve, avec l'autre petit musée, c'est des petits musées, mais qui ont des grandes expositions. L'Ermitage à Lausanne, c'est une fondation aussi, attire du monde de partout. Ils viennent de France, ils viennent de Paris, ils viennent de Zurich, ils viennent de Bâle. Et ils auront bientôt une exposition qui actuellement est à la Fondation Vuitton. Nicolas Destel sera à l'Ermitage, mais pas au musée cantonal, parce qu'au musée cantonal, il y a des fonctionnaires très, très bien payés, très bien payés, des pays de CEO. C'est pénible. Qui se permettent de faire des petits hobbies. Oui. Mais ça se construit une réputation d'un musée. On ne peut pas dire en une année, ils n'ont pas fait 300 000 On peut le faire, mais la période d'avant... En 10 minutes comme ça. Mais en période d'avant, M. Fibicher, qui était 10 ans à la tête de ce musée, il n'a pas fait une seule exposition extrêmement intéressante. Moi, je suis de très près tout ce qui se passe dans les musées suisses. Il y a des petits musées à Coire, à Lucerne, à Aarau qui font mieux que le musée cantonal de Lausanne. C'est un scandale. Maintenant, ils ont une petite exposition Steinlen. Steinlen, c'est un grand artiste suisse qui était à Paris surtout. C'est juste une salle avec des restes de Steinlen. Steinlen vaudrait une grande exposition. Mais j'attends qu'à Martigny, il y ait une grande exposition Steinlen. Donc, j'ai dit ce que j'ai à dire. C'est un scandale que ces fonctionnaires de la culture, très, très grassement payés, se font juste plaisir à exposer des trucs qui vont impressionner leurs collègues, mais pas le public. Oui. Quelle est la dernière grande exposition que vous ayez vue en Suisse romande? Je suis allé au musée, celui qui est à côté du musée sur lequel vous chiez depuis 2 minutes. Là. Le MUDAC, le musée d'art et design de Lausanne, voir une super exposition sur le design à Beyrouth. Et oui, il y a plein de trucs d'entre-soi, mais qui ne m'a pas l'air d'être de l'entre-soi de fonctionnaires. C'est de l'entre-soi de gens de la culture. On lit un panneau, j'ai lu un panneau sur la description de l'installation sonore qu'il y avait dans la salle. Et en fait, on présentait des objets, et ce que j'ai compris, j'ai mis
5 minutes à comprendre. Je ne suis pas le dernier des derniers, mais quand même, moi, j'aime pas quand je ressors d'une expo et que j'ai l'impression d'être moins intelligent qu'à l'entrée. Et c'est ça qui m'énerve un peu dans les musées. Mais ce n'est pas l'entre-soi de fonctionnaire, parce que, attendez, celui qui... Non, c'est le snobisme de l'art contemporain. C'est du snobisme. Et ça, c'est international. Il y avait une installation sonore, on nous expliquait qu'on avait mis tous les objets dans une salle pour écouter la fréquence d'onde que ces objets émettaient, parce qu'on émet tous des ondes naturellement, et on avait retranscrit ces ondes. Et moi, tout ce que j'ai pu entendre en termes d'ondes en lisant ce texte, c'est le gars qui s'écoutait écrire son truc que personne ne comprenait. Mais après, il n'empêche que vous ne pouvez pas... Le truc a ouvert il y a 1 ou 2 ans, et puis c'est un peu facile d'arriver et de dire « Ah, mais regardez, lui qui est là depuis 60 ans, et a fait des trucs super, tout le monde vient. » Et puis eux, ils viennent d'arriver, il n'y a personne qui vient, c'est nul. Non, mais ils n'ont pas... j'ai aussi vu leur programme futur, il n'y a rien. Il n'y a effectivement rien. Nul. Et c'est très, très dommage pour l'argent qu'on investit dans ces musées. Qui est énorme, hein, qui est énorme. C'est-à-dire que c'est effectivement ça. Il y a et plus puis de 400 millions... le musée de l'Élysée, le musée de la photo Genève. qui est intégré dans ce musée, le musée de l'Élysée a chaque année eu des expositions formidables de grands photographes du monde entier. Depuis qu'il existe le nouveau musée de l'Élysée, il n'y a rien. C'est nul. On investit, vous êtes d'accord? Mais apparemment, ça plaît à 130 000 personnes et ça ne vous plaît pas à vous. C'est pas grave. Toutes les écoles qui sont obligées d'y aller. On a les plus gros budgets. C'est vrai qu'à Genève, on investit plus de 400 millions par année. Et c'est vrai, quand on veut aller voir des expos intéressantes, on va à Paris, à Londres, à New York. À Berne, à Zurich, à Bâle. Et c'est des expositions privées. Et à Martigny. Donc, Berne, le musée cantonal, il est excellent. Le musée cantonal de Zurich, c'est un des meilleurs du monde. Où passe tout cet argent? Sur l'impressionnisme. Fonctionnaire, milliardaire. Moi, je veux bien vous répondre sur la partie publique. Non, la question aussi, c'est est-ce qu'on a une vista? Est-ce qu'on a une vista aussi culturelle et identitaire, enfin d'identité culturelle en Suisse romande? Alors, d'abord, pour répondre à une partie de la question, la fonctionnalisation, les postes, la création de postes, fait que ça coûte effectivement déjà un bon 40% de ce qui est distribué sur la question des postes, sur la fonction publique. Et donc, vous n'avez pas la même marge et la même liberté que les privés, comme c'était le cas pour Janada, d'aller chercher des expos, de financer des expos et d'intéresser un public beaucoup plus large. Et dans ce que dit Peter, il a raison, c'est justement la force des privés. Lorsqu'on leur laisse la marge de manœuvre d'aller chercher des artistes. Et puis, on ne va pas se mentir, il y a aussi tout un snobisme qu'on a aussi, nous, à Genève, d'aller chercher ailleurs. C'est vrai que moi, je vous le dis honnêtement, la dernière grande expo que j'ai vue... Non, mais est-ce qu'on trouve bien? C'est ça la question. C'était au palais de Tokyo. Et donc, c'était à Paris, c'était pas ici. Et est-ce qu'on trouve bien? Non, j'ai dit, est-ce qu'on trouve bien quand on va chercher ailleurs? C'est ça la question. Parce que vu le résultat, c'est vrai qu'on peut se demander... Globalement, oui, on consomme de la culture. Ratio. On consomme de la culture ailleurs. Et je vais juste répondre rapidement à votre question sur le fait, est-ce qu'on a une unité de culture en Suisse romande? Non, pas du tout, comme on n'a pas d'unité de culture de base en Suisse tout court, dans le fondement, la constitution du pays. Je rappelle juste que quand même, un des derniers artistes dont tout le monde dit finalement on le partage tous en Suisse, ça reste quand même en gros Stéphane Echer. Et Roger Federer, qui n'est pas un artiste, qui est un sportif, mais qui est... D'ailleurs, même les Toblerone ne sont pas... Même les Toblerone ne sont pas... On n'est plus chez nous. Regardez, les fonctionnaires, il y a des millions. Les Toblerone sont américains. Sont américains, ouais. J'ai un exemple d'un artiste suisse dont on pourrait faire une grande exposition qui attire toute la Suisse, qui attire toute la France, c'est Ben Vautier, il est à Nice, il est entre 80 et 90 ans, et puis on pourrait faire une énorme exposition à Lausanne, et ça attirerait une foule incroyable. Et les directeurs privés de musées comme Janada, ils ont tissé des liens avec les grands musées du monde. La seule grande exposition des trésors de Saint-Pétersbourg était à Martigny, parce qu'il connaissait personnellement le directeur de Saint-Pétersbourg. Bon, aujourd'hui, il ne le ferait pas peut-être, mais tous les grands musées du monde connaissaient Janada. Mais nos directeurs de musées à Lausanne et à Genève, ils connaissent personne. Ils sont déconnectés parce que c'est vrai que les plus sublimes collections d'art, elles sont entre les mains de privés, des mécènes privés. Mais de privés qui les gardent pour eux, parce que des privés qui les gardent pour parce qu'à Bâle, les grandes collections d'art, elles sont aussi dans les mains des privés, mais ils les ont rendues publiques. Il y a aussi des musées ont des fonds incroyables. Le musée de Berne, le musée cantonal de Berne, il a fait une exposition l'année passée, les femmes artistes.
ils sont allés chercher que dans leur cave. Et ils ont sorti des femmes qui ont fait des œuvres incroyables. Des femmes à la cave? Oui, les artistes. Ah, ok. Des œuvres de femmes. Ok, oui. Et ils l'ont mis dans un contexte, ils ont expliqué les destins de ces femmes, et on était totalement... Revenons à l'économie. Alors, ouais, parce que les va mécènes, falloir allumer la bombe beaucoup de quand même, hein. collectionneurs ont intérêt Revenir à à des choses essentielles. vendre leurs œuvres sur le marché de l'art qui a connu un boom invraisemblable depuis 20 ans, et moins intérêt à le prêter bénévolement ou à des prix très socialement acceptables. Premier facteur, le marché de l'art et son boom et la spéculation gigantesque qu'il y a dessus. Deuxième facteur, les jeunes ne s'intéressent plus au musée. Donc la demande, là on n'est plus du côté de l'offre mais du côté de la demande du public, véritable crise historique. Les jeunes, ils ont maintenant TikTok, Netflix, enfin, ils peuvent comparer ça à n'importe quoi d'autre et préférer les autres divertissements beaucoup plus cheap que l'art raffiné de simplement s'arrêter devant un tableau, de le contempler. L'éducation à l'art, malheureusement, elle affaiblit beaucoup. Et donc, voilà une chose à laquelle il faut réfléchir. Comment redonner envie aux gens d'aller dans les musées? Les familles n'y vont plus. Je crois que les prix d'entrée, ils ont augmenté un petit peu. Pas beaucoup. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut offrir, parce qu'il y a quand même toute une partie de la population qui a plus que 40 ans et qui, elle, fréquente encore les musées. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour redonner envie. Hein. Mais maintenant, c'est le moment quand même de... Il y avait plein de jeunes qui étaient en train d'essayer. Chacun raconte ses vacances ou qu'est-ce qu'on fait? Non. Maintenant, on va allumer la bombe. On va allumer la bombe. On va allumer la bombe. Parce qu'il est malheureusement Bon, temps alors de peut-être que vous ne me voyez plus après. Vous arrivez encore? Vous arrivez. Voilà. Possible. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. C'est le moment de prendre congé. Hein, si on avait un peu de musique, ça serait chouette aussi. C'est vraiment... Il y a bombe que le budget musique. Non. Ah, pourtant, voilà. c'est du streaming gratuit. Les sifflets, c'est plus que c'était. Hein. Ouais. On est plus chez nous. On est plus chez nous. Je peux plus rien dire. On a comme des Ah, mais elles sont LGBT, regarde. Évidemment. Bon, le point, c'est fini. Mireille Piacchi, Alexandre Chevalier, Benjamin de Coster, Santé, merci. Peter Rottenbuehler, Philippe, merci. On était assez méchants. On était assez méchants, ça va. Ouais, j'espère qu'on était assez drôles pour vous. Voilà, c'était la dernière de cette année. Je vous promets, en janvier, on se retrouve avec une émission très sérieuse, du costaud. On ne sait pas exactement quoi, mais ça sera forcément très sérieux, très costaud. Et très grave. En attendant, on va tous aller se reposer parce qu'on a vraiment besoin d'aller se reposer et fêter, hein, si on veut, si on avait envie vraiment. Et on vous souhaite évidemment un très joyeux Noël et une bonne année. Tu as retrouvé ta voix.